Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce dimanche, lendemain de la fête de la Tabaski. En cette occasion, nous recevons Monsieur Hamidou Thiaw, qui est leader de parti politique, le MPR, En Marche pour la Renaissance. Il est ingénieur spécialisé en calcul scientifique. Il est également financier. Merci beaucoup, M. Thiaw, d'avoir bien voulu répondre à l'invitation du jury du dimanche. Oui, bonjour et merci de l'invitation. D'accord. Comme première question, vous êtes en politique. C'est ça. Est-il facile de faire de la politique au Sénégal? Bon, ce que je vais dire, c'est très simple. La politique, pour moi, n'était pas un but. J'aime pas la politique. Mais je pense que des personnes comme moi ont fait des études supérieures un peu poussées, qui ont eu à travailler partout dans le monde, sur le plan national comme international, et qui ont beaucoup apporté à leur pays. Je pense que c'est une nécessité. On doit rentrer dans la politique, on doit aider notre pays. Parce que ce qui se passe, et je le vois depuis des années, je pense que les Sénégalais le voient aussi, c'est un pays avec un fort potentiel. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on met quelqu'un au pouvoir, on a une déception. Et je pense qu'on n'a pas les bons profils. C'est très simple. Quand on met souvent des fonctionnaires, des gens qui ont fait la faculté de droit, puis l'école nationale d'administration, après qui intègrent le système, je ne pense pas que ces gens-là sachent ce que c'est, par exemple, à la fin du mois, de gérer une société, de sentir la pression fiscale et les problèmes que les gens ont pour créer des emplois. Je ne pense pas qu'ils le sachent. Et ce gouvernement vraiment l'illustre parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train de souffrir à cause de la pression fiscale. Les gens ne s'en sortent pas, ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à créer des emplois et la richesse. D'où la nécessité de faire la politique. Donc je ne pense pas que la politique c'est quelque chose qu'on aime, mais c'est quelque chose qu'on doit faire pour aider son peuple. D'accord. On vous entend souvent parler des fonctionnaires. Oui. Ils ne devraient pas arriver, selon vous, au sommet. Vous leur préférez, vous préférez les hommes d'affaires. On Bien vous a sûr. entendu. C'est quoi la différence? Les hommes d'affaires, ils vont venir faire des affaires au pouvoir. Non, par exemple, quelqu'un aujourd'hui, parce que aujourd'hui le problème des Sénégalais c'est très simple. Ils n'ont pas d'emploi. Ou s'ils ont un emploi, l'emploi est très mal rémunéré. Donc les gens souffrent. Donc tout le reste sont les conséquences de la pauvreté. Aujourd'hui, quand on voit par exemple tout ce qui est insécurité, tout ce qui est prostitution, tout ce qui est trafic de drogue, toutes ces choses qui arrivent dans ce pays, par exemple les gens qui prennent les pirogues, les gens qui font du Jakarta, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas le choix. Et économiquement, ils sont très pauvres. Et c'est pour cela, par exemple, ils ont décidé en 2024 d'une rupture. Parce qu'ils se disaient que le système ne marche pas. Il faut un changement radical. Malheureusement, après 2024, ils se sont rendus compte que rien n'a changé. Il y a toujours une classe politique qui s'enrichit aux dépens du Sénégalais, lambda. D'accord. Donc le fonctionnaire, quand il vient, lui, il connaît que sa formation de base. Par exemple, on a mis des inspecteurs des impôts. Qu'est-ce qu'on voit? Redressement, ATD. Il faut payer des impôts. Alors que le pays n'a pas besoin de ça. On a besoin en ce moment de création d'emplois. On a besoin de création de richesses. Les gens attendent cela. Les gens qui font leur bac, et qui font bac plus 5, bac plus 6, après ils conduisent des Jakarta, ce n'est pas par choix. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Donc aujourd'hui, l'entreprise, par exemple, qui paie plus d'impôts que de salaires, c'est un problème. Parce que le but, ce n'est pas d'enrichir l'État, mais d'enrichir les Sénégalais. Parfait. Donc, l'autre question, c'est, depuis quand vous êtes d'ailleurs en politique? Est-ce que depuis que vous y êtes entré, vous avez obtenu des succès? Oui, je vais dire, parce que nous, on a commencé en 2020. Le parti a été créé en septembre 2020. On a commencé à faire la politique en 2021. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est vraiment d'aller dans les régions et d'installer des bureaux. En 2022, on est parti aux élections locales sur 3 communes, notamment Noto Diobass Thiès, Sarekoli Saleh Kolda et Vélingara Kolda.
On a terminé deuxième à Sarekoli-Salé et à Noto Diobass, avec 16 conseillers municipaux. Et on a terminé deuxième devant Yewi Askan et devant les autres partis. Il n'y a qu'APR ou Benno qui nous ont dépassés. Donc je pense que c'est un très bon résultat. Aux élections législatives, on a accompagné des personnes. J'étais le président de la coalition et on a terminé, on a eu un député avec 58 000 voix. Je pense qu'on a eu quelques succès sur le plan politique et de très bons résultats. Et cela fait que... Pourquoi on a des résultats? Parce qu'on propose quelque chose. C'est-à-dire qu'on propose vraiment des solutions aux problèmes des Sénégalais. Ce n'est pas vraiment la politique politicienne, mais c'est vraiment... Il faut mettre la bonne personne à la bonne place. Parfait, parfait, très bien. Est-ce que vous êtes assez connu par les Sénégalais? Non, je pense que la connaissance, ça vient avec les discours. Ça vient, malheureusement au Sénégal, ça vient avec les polémiques. Et ce qui est dommage. Nous, par exemple, dans le sud, le centre ou à l'est du pays, on est très bien connus. Mais dans certaines zones comme Dakar-Thiès, le taux de pénétration est toujours faible. Bon, demain, si je voulais être connu, je peux être connu facilement parce qu'il suffit de créer des polémiques, de dire certains mots pour qu'on vous mette en prison ou de créer des problèmes ou de dire certaines choses qui vont choquer les gens comme Cheikh Omar Diagne. Parce que je pense que Cheikh Omar Diagne, ce qu'il a rendu populaire, c'est ce qu'il a dit sur les Mourites ou sur les tirailleurs. J'aurais pu faire la même chose. Quand Tahirou Sarr est venu me voir pour qu'on parle des Guinéens, j'ai refusé. Mais j'aurais pu accepter, on aurait pu faire ça à deux. Et je pense que ça m'aurait ouvert beaucoup de portes, mais j'ai refusé. Parce que je me dis que certaines choses, juste pour être populaire, faire dire certaines choses pour être populaire, ça n'en vaut pas la peine. D'accord. On a constaté également que vous personnalisez un peu trop vos propos ou le débat. Vous avez cité des noms tout à l'heure, on vous a entendu en citer d'autres, comme par exemple Damboj, Abdounger, etc. etc. Pourquoi cette propension à trop personnaliser le débat? Non, je ne personnalise pas le débat. En fait, c'est des sujets d'actualité. Moi, j'aurais préféré qu'aujourd'hui, en ce moment, que Abdounger ne soit pas un sujet d'actualité. J'aurais préféré qu'il soit chez lui, en train de fêter la Tabaski avec sa famille. Mais malheureusement, ce qui lui arrive est injuste. Donc, on est obligé d'en parler. Quand aujourd'hui, quelqu'un nous promet la rupture, un changement, dire qu'on va faire un appel à la candidature, on va prendre les personnes les plus compétentes. Et demain, vous mettez des gens incompétents ou même des gens dont leur formation est inadéquate par rapport à la position que la personne occupe, on est obligé de dénoncer. Mais comment vous pouvez savoir qu'ils sont incompétents alors qu'on n'est pas à l'heure du bilan? Moi, je n'ai pas de problème avec Damboj. Il n'y a pas de précipitation chez non, vous? je ne pense pas. Et je pense que les Sénégalais sont en train de le sentir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si on sort, on fait un micro-trottoir, on demande aux Sénégalais, entre mai 2024 et mai 2025, est-ce que votre situation s'est améliorée? Je pense que la plupart vont dire que ça s'est détérioré. Et la raison est simple, parce qu'on a mis des gens incompétents qui ont pris des décisions qui nous affectent aujourd'hui. Comment on peut avoir le même budget et on ne peut pas avoir les mêmes résultats? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde en mai 2024 ou mars 2024, Macky Sall avait un budget de 6 000 milliards. Il payait les bourses familiales. Il payait les bourses des étudiants. Il construisait des hôpitaux. Il faisait de l'électrification. Il construisait des routes. On a un changement en 2024 avec un autre gouvernement, le même budget à peu près. Ils n'arrivent plus à payer les bourses familiales. Les bourses des étudiants, c'est un problème. C'est un problème, mais c'est payé. C'est payé. Certains ont vu leur bourse à la baisse. Ouais. Électrification, on a des problèmes. Les infrastructures, on ne voit rien du tout. Et même c'est un problème au niveau des hôpitaux. C'est un problème au niveau des déchets. Les gens se plaignent qu'on ne les a pas payés depuis 1 an. Donc tous ces problèmes-là nous disent que où est passé l'argent? Et il n'y a pas vraiment une certaine transparence. Parce qu'on ne sait pas où se trouve l'argent. D'accord. On vous voit un peu avec
de la véhémence un peu, parce que vous traitez ceux qui sont en place souvent d'incompétents. Est-ce que ce n'est pas un mot trop fort, ça? Non, et je le dis, je le répète, parce qu'aujourd'hui, si on voit notre diplomatie, elle souffre. Mais avant de parler de la diplomatie, déjà, je vais parler un peu de l'agriculture. Parce que Mabouba Diagne, on l'a vu quand on lançait la campagne agricole l'année passée. Il faisait le tour des plateaux et pour dire qu'on va avoir une campagne agricole record. On est passé de 1 800 000 tonnes en arachide pour finalement se retrouver entre 500 000 à 800 000 tonnes d'arachide. Et l'arachide qu'on n'arrive même pas à écouler. Donc ça, c'est une incompétence. Dans un autre pays, cette personne aurait dû être virée. Aujourd'hui, Amadou Hott, je pense qu'aujourd'hui, la Banque africaine de développement, je pense que c'est la Banque africaine par référence, c'était quelqu'un qui avait ses chances. Et quand on voit aujourd'hui le Mali ou la Côte d'Ivoire qui soutiennent le Mauritanien aux dépens de leurs frères sénégalais, ça veut dire qu'il y a des problèmes de diplomatie. Mais je ne m'en doutais pas, parce qu'aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui vient, qui traite Amadou Hott de magouilleur, parce que certains chiffres, ils disent que son chiffre a été magouillé par Amadou Hott, Moustapha Ba, Macky Sall et Amadou Ba, je ne pense pas que quelqu'un va donner sa banque à quelqu'un qu'on traite de magouilleur. C'est ça, mais aussi on peut vous dire donc, je pense que ça l'a affecté. M. Hott était dans une compétition et quand on va dans une compétition, soit on perd, soit on gagne. D'accord, on perd, on gagne, mais quand ton gouvernement te traite de magouilleur, quand ton gouvernement te traite de magouilleur, je pense que tu perds une certaine crédibilité. C'est la première chose. Aujourd'hui, la diplomatie, je vais voir par exemple un faux pas de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, le Mauritanien a été élu. Il prend un jet privé pour aller là-bas pendant que les Sénégalais souffrent, mais ce n'est pas le but. Mais quand tu pars là-bas, tu vas voir Ouattara. Après, tu vas voir qui? Gbagbo. Ça, c'est grave. Parce que Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne voulait pas que Ouattara se présente. Ouattara a été soutenu par les Français. Tout le monde a vu les images de Simone Gbagbo qu'on lui a arraché ses tresses pour les sortir du palais, pour installer Ouattara. Donc, on peut dire que c'est son ennemi juré. Quand tu vas voir Ouattara, après tu vas voir son ennemi juré, d'ailleurs que Ouattara a éliminé des élections, je pense que c'est un faux pas diplomatique. Donc la diplomatie sénégalaise souffre. C'est pour ça aujourd'hui, au niveau de la BAD, vraiment, ça n'a pas marché. Et encore pire, j'ai peur pour Macky Sall. Mais je pense qu'on va en parler. Non, on va y revenir. Donc on observe que vous voulez faire un peu l'agenda de Monsieur le Premier ministre, non? C'est pas ça. Est-ce que vous avez un passé avec le PASTEF qui est au pouvoir aujourd'hui, non? On a eu un passé. C'est vrai qu'on a eu un passé. C'est un parti que j'ai soutenu dans le passé. Surtout en 2019. Leur première élection, c'est vrai que je l'ai soutenu à coup de millions et à coup de matériel. 2022, après les élections législatives, ils m'ont demandé de les rejoindre. J'ai dit non. Et même aux élections présidentielles de 2024, ils m'ont demandé de les rejoindre. J'ai dit non. Parce que quand tu fréquentes une personne et que tu vois qu'ils n'ont pas les compétences, même si tu les aimes bien comme frères, mais avant tout, c'est le pays qui passe en premier. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas les soutenir, parce que je savais qu'ils n'ont pas les compétences. Et je savais que c'était un truc entre amis. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on gère un pays. Vous les avez soutenus à coups de millions? Oui. Par philanthropie ou c'est quoi? Non, parce qu'en ce moment, je me disais qu'on pouvait avoir mieux. Et je ne les connaissais pas très bien. Donc, à force de les fréquenter, finalement, je me suis dit vraiment, je me suis trompé. Et c'est pour cela que je suis carrément rentré dans la politique. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la politique était une nécessité et que je n'aime pas la politique. Et cet argent-là, vous l'aviez trouvé où? Je travaille quand même. Je travaille. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mon bac en 99. Ça fait presque 25 ans, 26 ans. J'ai fait Maths Sup, Maths P. J'ai fait la deuxième meilleure école d'ingénieurs de France. J'ai travaillé à l'Institut français du pétrole, le Centre scientifique et technique du bâtiment, Peugeot. J'ai fait la Banque mondiale. J'ai fait un MBA en finance, un MBA en risk management, un MBA en assurance. Donc, il y a plein de choses que j'ai fait. J'ai travaillé dans beaucoup de sociétés. D'accord. Donc, vous avez travaillé dur. Voilà. Et après, vous venez jeter votre argent. J'ai levé des fonds. Vous avez jeté votre argent un peu? Non, ce n'est pas jeté. Ouais. C'est-à-dire que je croyais à une amélioration du système politique en 2019. Mais à force de les fréquenter, je me suis rendu compte que c'est des gens qui voulaient juste prendre le pouvoir, peu importe le prix.
Et il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de programme, rien du tout, donc je me suis retiré. D'accord. Mais je ne les ai pas opposés quand ils étaient dans l'opposition. Parce que moi, ma philosophie, je me dis que ça ne sert à rien de s'attaquer à quelqu'un de l'opposition. D'accord. Mais une fois au pouvoir, ça c'est autre chose. Voilà. Là, quand on fait des choses qui nous affectent, là je vais en parler. Mais je ne vais pas faire d'attaque personnelle. Très bien. Je vais même aller un peu plus loin. Bon, j'aime pas en parler. Après, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, moi, je veux qu'en 2022, nous, on a un candidat à HTS, est-ce que vous le soutenez? Et Birame Souleye Diop m'avait dit que tant que je vais respirer, Inch'Allah, PASTEF va soutenir votre candidat. Finalement, à la dernière minute, ils ont décidé de soutenir le candidat du grand parti. Elle s'appelait, je pense, Marie-Vonne. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, après tous ces soutiens en numéraire, là, il peut y avoir un retour d'ascenseur ou bien il faut vous Non, je être ne m'y attends pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre PASTEF. Je ne suis pas contre PASTEF, je ne suis pas contre Ousmane Sonko. Diomaye, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Vraiment, je souhaite qu'il réussisse. Mais je ne suis pas d'accord sur certaines de leurs actions. Et notamment le fait de tout le temps dénoncer. Un homme d'État, son rôle n'est pas de dénoncer. Son rôle, c'est de rassurer, de trouver des solutions, de créer des emplois, de créer la richesse, d'assurer la sécurité des Sénégalais. C'est ça qu'on attend d'eux, mais pas les dénonciations, vraiment l'injustice qu'on combattait. Par exemple, le cas de Mansour Faye, moi, ça m'a un peu choqué quand même. Parce que quand la justice dit qu'il faut le laisser sortir et vous dites non, les gens que vous refusez de juger, c'est-à-dire que c'est les mêmes pratiques que Macky Sall, qu'on combattait avec Macky Sall, qui reviennent. D'accord. Même les manifestations aujourd'hui, on nous interdit de manifester. À part Palestine et l'homosexualité, la plupart des demandes de manifestation étaient rejetées. Et ce n'est pas normal, parce qu'eux, ils disaient que la manifestation était un droit. Donc moi, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est par exemple les ministres qui roulent en bolide qui coûtent presque 300 millions, parce que tu as Audi A8, 2 Nissan Patrol, c'est presque 300 millions. Ce gaspillage-là, les caisses noires, vraiment les voyages qui n'amènent rien du tout au pays, parce qu'on voit beaucoup de voyages que Diomaye fait, mais en retour, on ne voit pas grand-chose. Et c'est ça qui me dérange en fait. Donc c'est ça qu'on combattait avec Macky Sall. On disait que je combattais avec eux ces dérives avec Macky Sall. Aujourd'hui, on les revoit. C'est-à-dire qu'on gère avec nos amis. Les amis, on les privilège. Les autres, on les écrase, on les élimine, peu importe les moyens. D'accord. Et quand j'entends un ministre qui dit qu'on va effacer des gens, mais ça, c'est grave. Ouais. Quand vous parlez de limousine, là, donc vous voulez que l'État fonctionne dans la misère? Non, mais dans l'austérité. Par exemple, aujourd'hui, un ministre français, il a un Peugeot avec un motard. Un ministre sénégalais, il a un Audi A8. Devant lui, il y a une voiture qui est devant lui, Nissan Patrol de 80-90 millions, on met les gardes du corps. Après, peut-être des fois, même 2 Nissan Patrol, plus un motard. Les Nissan Patrol, c'est double réservoir, c'est 150 000 de plein, à peu près. Et un plein qui dure 3-4 jours, dans un pays pauvre comme le Sénégal. Pourquoi un ministre au Sénégal ne peut pas conduire un Peugeot comme le ministre français? D'accord. Donc avec PASTEF, il n'y a pas de sobriété du tout? Du tout, du tout. D'accord. On le voit, un ministre qui se déplace en jet. Non, on va y revenir. Donc, avec le PASTEF, est-ce que le Sénégal est en bonne voie? Pour l'instant, non. Mais on espère qu'ils vont changer. D'accord. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Vraiment, on attend d'eux qu'ils aident le privé sénégalais. Le privé sénégalais souffre, les Sénégalais souffrent. On attend une aide du gouvernement. Mais malheureusement, aujourd'hui, les compagnies souffrent, on les redresse. Certains ont décidé de se battre parce que certains redressements ont été injustes, parce que c'est juste des redressements, parce qu'ils se disent que vous avez de l'argent, on va vous redresser. Mais des fois, il n'y a même pas de preuves. D'accord. Des fois, on donne des documents que le gouvernement refuse carrément, certains projets. Moi, j'ai vu des projets qu'on avait donnés à des Sénégalais, qu'on a retirés, qu'on a donnés à des étrangers. L'appel d'offres des députés sur les voitures, finalement, je pense qu'on a donné à CFAO à coût de milliards, CFAO étrangers. Aujourd'hui, logements sociaux qu'on a donné aux Chinois à plus de 10 000 étrangers. Quand on donne des Israéliens, qu'on les reçoit au palais pour négocier des projets de milliards, alors qu'on dit qu'on soutient la Palestine. Et tout ça au détriment des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on voit les projets à coût de milliards que les étrangers reçoivent, mais nous, les Sénégalais, on ne voit rien du tout. Sur les voitures des députés, les concessionnaires un peu recalés, là, ils ont
ils disent qu'ils vont interpeller ou saisir M. Atepa. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Est-ce que ça ne va pas encourager le trafic d'influence un peu? Bon, ce qui se passe, je pense qu'ils pensent que peut-être Atepa peut faire quelque chose. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que c'est un appel d'offres restreint. Ils ont choisi les fournisseurs et ils ont décidé de prendre un étranger. Donc je pense qu'ils ne peuvent rien faire sur le plan légal. Donc ils essaient de voir avec peut-être la compassion, peut-être si quelque chose peut être fait. Bon, je pense pas que ça va... qu'ils sont désemparés, quoi. Voilà. Donc je ne pense pas que Atepa puisse faire quelque chose parce que ça a déjà été attribué. Je pense que l'achat a déjà été fait. Donc je pense que c'est juste par désespoir. D'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons M. Hamidou Thiaw, qui est un financier dirigeant de partis politiques. Est-ce que vous ne vous êtes pas banalisé un peu, excusez-moi du terme, en créant un parti politique? Parce que la meilleure façon au Sénégal de se rendre banal, c'est de mettre sur pied un parti politique avec toute l'inflation de partis politiques qu'on a vu. Pourquoi vous n'avez pas innové en créant autre chose qu'un parti politique? En fait, le code électoral fait que quand tu as un parti politique, tu as des facilités pour participer aux élections. C'est très difficile de participer à certaines élections si vous n'avez pas de parti politique. La raison pour laquelle on crée des partis politiques. Et je pense que même quand on n'était pas prêt, on a participé à des élections. Parce qu'aux élections locales, on n'avait pas fini de mailler le territoire du Sénégal, mais on a quand même participé dans les zones où on était fort. Élections législatives, on a participé, présidentielle, on a essayé de participer. Donc à chaque élection, on paie la caution pour participer. Donc nous sommes différents des partis politiques qui sont là, créés, qui ne participent pas aux élections, qui n'ont pas de représentativité et qui n'essaient pas de conquérir le pouvoir. Et nous sommes différents de cela. Chaque année, nous on fait nos états financiers qu'on donne. On respecte vraiment toutes les choses que l'État nous demande de faire, on les respecte. D'accord, très bien. Vous êtes en politique et quelles sont vos idées en politique? Est-ce que vous avez des idées de feu vraiment que vous pouvez mettre sur la table aujourd'hui? Je pense qu'on ne va pas recréer la roue. Parce qu'il y a eu beaucoup de pays qui étaient dans le cas du Sénégal qui sont développés. Et je pense que tous ont eu la même idée de mettre l'humain au centre, pas le gouvernement. Le nouveau gouvernement qu'on a aujourd'hui, c'est le gouvernement au centre. Comment on va arrêter la corruption, comment on va poursuivre les gens, comment on va faire que les gens paient les impôts. Mais l'humain, le Sénégalais lambda, ne fait pas partie vraiment de leur programme. Et moi, ce que je dis que ça ne sert à rien d'avoir un État fort si le peuple est désespéré. On a besoin d'un peuple qui est fort, qui a de l'argent, qui a des ambitions, qui peut changer même le continent. Et pour cela, on doit investir. La première chose, c'est l'éducation. Il n'y a aucun pays développé avec 60% d'analphabètes. Ça n'existe pas. Parce que l'éducation permet à la personne d'être employable. Une personne inéduquée est difficilement employable. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre tout le budget sur l'éducation? Non, c'est-à-dire que le problème qu'on a en fait, c'est-à-dire que la première chose, il y a trop de gens qui font des séries littéraires. Aussi, la place qu'occupent les daras nous fatigue un peu. Donc, il faut qu'on voit comment moderniser ces daras, de telle sorte que ces gens-là puissent apprendre le français ou l'anglais, plus l'arabe. Que ces gens-là puissent apprendre les mathématiques. Que ces gens-là, demain, quand ils auront le bac français, arabe ou peu importe, qu'ils puissent faire des études supérieures. Dans l'assurance, dans l'informatique, dans la comptabilité, pour que demain ils soient employables. Donc ces gens-là, il faut les former qu'ils soient employables. Notre avenir en dépend. Deuxième chose, ça c'est sur le long terme. Mais sur le court terme, c'est-à-dire qu'il faut créer plus d'entreprises. Donc il faut alléger un peu la fiscalité. Mais en contrepartie, il faudra diminuer les dépenses de l'État. C'est-à-dire qu'il faudra fusionner les agences, il faudra diminuer vraiment le gaspillage, notamment les voitures de luxe, etc. Donc tout ça, il faudra diminuer. Mais aussi la population qui est là, qui est désespérée. Je pense que la meilleure façon de les insérer, c'est de les mettre dans les industries. Et ça, c'est pas facile. Quand on parle d'industrie, on parle d'énergie, on parle de fiscalité, et on parle vraiment de trouver des investisseurs. Donc il faut avoir un carnet d'adresses. C'est là d'où on intervient. Nous, les hommes d'affaires, on a un carnet d'adresses.
On sait faire venir les investisseurs. On sait comment diminuer la fiscalité pour que les gens puissent venir. Par exemple, Casablanca au Maroc, ils ont attiré combien de sociétés? Maintenant, les gens vont au Maroc pour trouver du travail. Donc, c'est ça le rôle d'un financier, ça aide. D'accord, je vais vous couper un peu. Vous avez un bon carnet d'adresses. Oui, très bien. Qui sont-ils vos réseaux? Non, je pense qu'au niveau des États-Unis, je me connais pas, je me connais très bien. Je connais beaucoup de gens aux États-Unis, comme DFC. Je pense que la personne qui gère ça, je pense que je connais très bien. Je connais beaucoup de sociétés privées aux États-Unis, je connais beaucoup en France, je connais beaucoup dans les pays arabes. Donc je pense que pour faire des choses ici, c'est faisable. Et ceux qui sont en place, vous pensez qu'ils ont beaucoup de réseaux? Pour les levées de fonds aussi, on maîtrise beaucoup au niveau de Londres, États-Unis, Club de Paris, on sait comment ça se passe, on sait comment trouver les fonds. C'est ça. Et ceux qui sont en place, vous pensez qu'ils sont... Ils ont du mal. Je pense que sur le plan international, même ils ont du mal à lever sur le plan international. Maintenant, ils se tournent vers l'UEMOA. Et dernièrement, je pense qu'ils avaient fait une levée de fonds de 166 milliards qui s'est bien passée. Mais la deuxième levée de fonds, ça s'est très mal passé. Parce que je pense que sur les 80 et quelques qu'ils cherchaient, ils n'ont trouvé que 60. Donc ça montre que les gens commencent à s'épuiser. C'est-à-dire qu'on tape trop sur eux, ils te disent que non, c'est bon, on vous a trop prêté. Il faut aller trouver ailleurs. D'accord. Et je pense que là, ils commencent à avoir peur. D'accord, très bien. On peut avancer un peu. Pourquoi vous aviez qualifié le dialogue national sur le système politique de dialogue de la honte? Voilà, le dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose de très important. Vraiment, je félicite le gouvernement en place, je les félicite pour organiser le dialogue, mais je pense qu'ils sont trompés de thème. Parce qu'en ce moment, le système politique, comme l'a dit Ousmane Sonko, n'a pas de problème. Le problème qu'on a, c'est vraiment sur le plan économique. Et c'était pour cela que j'ai dit que moi, je refuse de participer. Je refuse de participer parce que à quelques jours de la Tabaski est la fête la plus importante au Sénégal. C'est vrai qu'on a des catholiques, mais malheureusement, heureusement, la majorité de la population est musulmane. Et chez nous, on respecte beaucoup la Tabaski. Même en ce moment, vous sortez, il n'y a personne dans les rues. Donc vous voulez dire que le dialogue a gêné la fête de la Tabaski, mais ça n'a rien à voir? Non, la Korité a été catastrophique. Il y a eu des gens qui n'ont même pas eu l'argent pour aller, l'argent du transport, pour aller chez eux. La situation ne s'est pas améliorée. Donc au lieu de parler de cette situation qui commence à devenir chronique, parce qu'on pensait que c'était juste quelques mois, maintenant ça fait 1 an que ça dure, et on ne voit pas vraiment d'espoir que ça va changer dans les prochaines années, au lieu de parler ensemble pour trouver une solution, tu peux gérer en demandant la suggestion des autres. Ce n'est pas une honte. Demandez aux leaders politiques, aux économistes, aux financiers, aux privés sénégalais, venez, on va dialoguer. Voici l'état du Sénégal. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation des Sénégalais? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le Sénégalais aujourd'hui, il puisse vraiment subvenir à ses besoins, se soigner, vraiment acheter de quoi manger, louer son appartement sans problème, amener ses enfants à l'école sans problème. Comment on doit faire pour trouver une solution, pour donner un travail à ces Sénégalais? Parce que tout ça sont les conséquences. Si quelqu'un a du travail, tous ces problèmes sont réglés, la plupart. Très bien, très bien. Et malheureusement, au lieu de parler de ça, on parle des prochaines élections. C'est ça, donc ils ont fait hors sujet un peu. Voilà, comment on va faire pour éliminer certains opposants, comment on va faire pour garder le pouvoir, comment on va faire pour aller aux élections? C'est pas le moment. Le dialogue politique, donc, pour vous, c'est hors sujet. Hors sujet. D'accord. Mais le traité de dialogue de la honte, je pense que c'est un mot fort quand même, non? Non, moi, je pense que c'est une honte. Sérieusement, les Sénégalais, même les gens qui supportent Pastef, je pense que chez eux, ils ont honte. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à cela. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils s'attendaient à une amélioration sur le plan économique. Une amélioration sur vraiment le gaspillage, sur le comportement. Mais malheureusement, l'arrogance qu'on voit, c'est pire qu'avant. On voit une arrogance dans ce gouvernement. Des fois, je me dis, ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? Entre le discours d'hier et le comportement d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que certaines personnes, le pouvoir les a rendus fous. D'accord.
On reste sur le dialogue. Le facilitateur a parlé d'un moment historique et que le Sénégal même pourrait ne plus être le même Sénégal après ce dialogue-là, parce qu'il y a eu beaucoup de consensus, notamment sur la rationalisation, le bulletin unique, etc., etc. Vous pensez que tout ça, c'est à la hauteur ou que la montagne a accouché d'une souris? Vraiment, je ne veux même pas en parler parce que je suis sidéré quand j'entends ces paroles. Sérieusement, aujourd'hui, on est en train de parler de comment aller aux élections. On a fait presque 3 élections en 4 ans, ou même 5, je ne sais pas. On a fait beaucoup d'élections. Ouais. Nous sommes fatigués des élections. On ne veut plus entendre parler d'élections. On veut entendre parler d'un gouvernement qui travaille. On veut voir, par exemple, la lumière au bout du tunnel. On veut avoir espoir. Malheureusement, on parle d'élections encore. Une élection ne change pas la vie des Sénégalais. Ce sont les décisions prises après les élections. On vient de faire 2 élections en 2024. On nous parle encore d'élections. On parle que les décisions prises pour aller aux prochaines élections, c'est historique. Mais on peut voir aussi dans le dialogue, dans son organisation, une forme d'humilité, d'ouverture de la part du régime et de capacité d'écoute également. Hein? Je pense que, sérieusement... D'accord. Le dialogue, là, on ne voulait pas du dialogue, sérieusement. Très bien. On voulait parler d'autres choses, mais pas de... Sérieusement, on a d'autres problèmes plus graves que de parler de politique. Pourtant, vous avez organisé un contre-dialogue. Oui. Est-ce que ce n'est pas un contre-exemple? Non, on a un dialogue, mais par rapport à l'économie. Moi, quand je suis parti là-bas, j'ai parlé de l'emploi. J'ai parlé de la souveraineté économique. Et je vais restituer tout ce que j'ai fait comme travaux dessus, je vais les restituer. On va les présenter la semaine prochaine. Et vous avez une baguette magique ou une Non, je n'ai pas une baguette. Je l'ai dit tout à l'heure. L'emploi des jeunes? Je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas très bien écouté. J'ai dit la première chose, c'est industrialiser. Pourquoi je parle? Mais c'est ce que tout le monde dit. Non, mais ils n'ont pas mis les conditions. Ah. Parce que tu ne peux pas industrialiser avec 30% d'impôt sur les sociétés. Tu peux industrialiser avec vraiment un coût d'énergie élevé. Donc la première chose, c'est la fiscalité. 30%, c'est élevé. Togo fait 15%. Et je pense que Macky Sall l'a compris à la fin. Parce que Macky Sall, quand il a fait les zones économiques spéciales, dans ces zones-là, les impôts étaient de moitié, c'était à 15%. C'est-à-dire que dans ces zones-là, il s'alignait avec le Togo ou l'Irlande. Mais c'était à la fin. C'était trop tard. Voilà. PASTEF, ils n'ont pas encore compris. Ils sont en train de non seulement d'augmenter certains impôts, mais de redresser des gens. Et certaines personnes qui ne payent pas, maintenant il faut payer. Maintenant on parle que d'impôts, il faut payer. Mais ce sont des fiscalistes. Bah, c'est pour ça. D'accord. Mais vous ne nous avez pas dit comment vous lutteriez contre le manque d'emploi, parce que là... Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire rapidement. Je vais vous dire un exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai une société parce que je suis aussi dans l'assurance. Et aujourd'hui, j'aurais bien aimé aller en Côte d'Ivoire. J'aurais bien aimé aller à Kédougou. J'aurais aimé être dans les 14 régions du Sénégal. Mais malheureusement, je suis qu'à Dakar parce que je paie plus d'impôts que de salaires. Aujourd'hui, si l'État me laissait un peu, peut-être 1 an, 2 ans, vous me disiez que tu vas payer 15% au lieu de 30%, je pense que je vais augmenter le nombre d'agences. Donc on vous empêche de vous développer. Le nombre d'agences, c'est plus d'emplois, c'est plus de recettes. C'est vrai. Mais malheureusement, tout l'argent que j'ai, la moitié presque part dans les caisses de l'État, que je ne revois plus. Parce qu'une fois que c'est parti là-bas, c'est pour payer les séminaires à Sali ou à Rio Baobab. Mais pas que ça quand même. Alors que nous, on a ici des salles ici à Dakar, où le soir, chacun peut rentrer chez lui au lieu de payer des hôtels, des chambres d'hôtel. D'accord. C'est pour payer des voitures, c'est pour payer des voyages, c'est vraiment pour qu'une classe politique devienne riche et change.
Et nous, les gens qui payent les impôts, malheureusement, on ne voit rien du tout. D'accord. Les Sénégalais qui les payent de façon indirecte aussi souffrent parce qu'on ne voit pas beaucoup de choses que l'État fait pour nous, contrairement aux autres pays qui payent des impôts. Très bien. Et donc, vous avez tenu un contre-dialogue. Oui, on a tenu un contre-dialogue. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Bon, on va présenter les résultats. Parce que l'opposition est dans un état un peu C'est vrai qu'on est dispersé. On est dispersé. Mm-hmm. Et je pense que certaines personnes dans l'opposition, je ne veux pas dire de nom, mais je pense que certaines personnes ont un ego démesuré et ne veulent pas s'allier. Mais je pense qu'on a réussi quelque chose parce que quand je viens avec Hamidou Anne, Pape Malick Ndour, peut-être Abdou Karim, Ardo, peut-être Bougane, on a réussi à se mettre ensemble pour faire un dialogue et proposer quelque chose. Je pense que c'est déjà un pas. On peut ne pas être d'accord sur la façon de faire la politique, mais pour les intérêts du Sénégal, on doit pouvoir se réunir et proposer quelque chose au peuple. Et bon, je les félicite pour cela et vraiment je suis content de ce qu'on va présenter parce que je l'ai déjà vu et on va présenter ces résultats la semaine prochaine et je suis content de ça. Mais des résultats qui ne seront appliqués nulle part, ça sert à quoi? Bon, c'est une proposition parce que c'est aussi une façon de faire la politique. La politique, c'est pas juste de décrier, c'est pas juste de critiquer, c'est pas juste d'alerter, mais des fois c'est proposer des solutions. D'accord. Maintenant, les solutions qu'on propose, si l'État est humble, il les accepte et les applique, tant mieux. S'il ne les accepte pas, au moins, ce sera une base de campagne pour dire aux Sénégalais, voici ce qu'on propose. Et une fois au pouvoir, voici ce qu'on va faire. D'accord, très bien. Et vous parliez tout à l'heure d'ego surdimensionné. Et vous, votre ego, il est dimensionné? Non, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Élection législative de 2022. J'ai payé la caution de 15 millions. J'ai amené presque 20 000 parrainages. J'ai payé pour la saisie. Et pourtant, j'ai laissé quelqu'un d'autre être à la tête de liste. Je ne pense pas que beaucoup de politiciens auraient accepté de faire cela. En 2022 encore, parce que là je parle du 31 juillet 2022, les élections législatives, j'étais président de la coalition. On est parti avec le récépissé de mon parti et j'ai payé la caution mais je n'ai pas dirigé la coalition, j'ai laissé quelqu'un d'autre. En janvier 2022, j'ai payé la caution, je n'ai pas été candidat. Vous laissez tout le temps, les autres membres de mon parti ont été candidats, je n'étais pas candidat. vous cédez tout le temps la place? Non, parce qu'avant 2022, je n'avais pas communiqué. Je pense que ça aurait été égoïste de ma part de diriger une liste. C'est en 2023 que j'ai commencé à communiquer, à parler à la télé, à parler aux Sénégalais. Donc c'est là que j'ai commencé à dire que maintenant je peux me présenter. C'est une lucidité. Mais ce n'est pas un manque d'ambition. Non, ce n'est pas un manque d'ambition. Très bien, très bien. On peut parler maintenant. Mais est-ce que l'opposition, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de leader actuellement? Non, il n'y a pas de leader de l'opposition. C'est-à-dire que je pense que c'est une opposition... Même pas vous, même pas vous. Non, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que l'opposition se cherche. Parce qu'il y a certaines qui imitent le style de Sonko, en critiquant, en faisant prenant... les déballages, tout ça. Voilà. Il y a d'autres qui sont en train de se chercher, qui font un clin d'œil à l'État du Sénégal, qui disent que je suis de l'opposition, mais je suis prêt à travailler avec le pouvoir. Et ça, j'en connais beaucoup. Donc je me dis que ces gens-là ne sont pas prêts à s'opposer. Après, il y a des gens comme moi qui sont là, qui dénoncent, qui proposent, qui font un peu de tout le rôle de l'opposition. C'est-à-dire que moi, je me dis que aujourd'hui, parmi les gens qui font de la politique, il n'y a aucun qui a un meilleur CV que moi ou qui a une meilleure expérience que moi. Donc, je suis plus légitime qu'eux sur le plan de savoir-faire. Donc, moi, j'ai toutes les chances ou toutes les qualités de diriger ce pays. Pourquoi je ne le ferais pas? Donc, je propose des solutions, je fais les plateaux télé, je vais sur le terrain. J'essaie de faire que les Sénégalais connaissent la personne. Et je pense que c'est très important. D'accord. Mais en fait, est-ce que vous ne manqueriez pas de notoriété? Notoriété, je vous l'ai posé tout à l'heure. Vous n'êtes pas assez connu. Mais ça fait 2 ans que je communique. C'est très... Mais on peut communiquer dans le vent aussi. Non, je ne pense pas que je communique dans le vent. Parce qu'on vous a vu sur les Facebook. Là. Je ne pense pas que je communique dans le vent parce que ce qui le montre aujourd'hui, je pense que quand j'avais commencé, on était à peu près 20 responsables politiques dans le parti. Là, on en est à plus de 700. On a 9 partis politiques qui nous ont rejoints, alors qu'on n'en avait pas. On est dans presque toutes les régions.
Et je pense qu'aujourd'hui, tout ce que l'opposition fait, ils nous appellent. Et même en 2024, même quand on faisait FIT, on nous a appelés, quand on faisait F24, on nous appelle dans toutes les choses parce que les gens nous connaissent. Quand ils vont sur le terrain, ils vont quelque part, on dit qu'il y a le responsable de MPR qui est là. Nous sommes avec MPR, donc ils savent notre présence à l'intérieur du pays. Maintenant, ce qui reste sont les grandes régions. Et je pense que là, c'est les réseaux sociaux qui jouent un rôle, c'est la radio et la télé. Ce n'est pas le travail de terrain. Et là, on est en train de faire, je pense, un travail très bien sur les réseaux sociaux parce que les gens peuvent en témoigner depuis le début de l'année. On est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Et la télé aussi, on est en train d'être très présent dans la télé. Et tout ça, c'est pour massifier dans les grandes zones. D'accord. Mais il ne faut pas vous cantonner à l'opposition digitale. Ça ne suffit pas. Non, c'est-à-dire que pendant 2 ans, parce qu'on était dans les régions. Là, juste avant de voyager, j'ai fait Tambacounda, j'ai fait Sédhiou, j'ai fait Ziguinchor, j'ai fait Kolda. C'est ça. Qu'est-ce qui vous manque parce que vous pourriez être le chef de l'opposition ou bien une incarnation? Le temps. C'est-à-dire qu'on a juste besoin de temps. Parce qu'on l'a fait juste pendant 2 ans. La communication sur les réseaux sociaux, c'est presque 6 mois qu'on a commencé à faire. Donc on a besoin de plus de temps. Parce qu'on ne peut pas commencer une chose aujourd'hui et arriver à ses fins le lendemain. Mais je pense qu'on est sur la bonne route. De jour en jour, les gens nous découvrent et de jour en jour, il y a les gens qui adhèrent. Et vraiment, nous sommes contents du travail parce que quand on passe d'une dizaine de personnes à plus de 700 responsables partout dans le Sénégal, je pense qu'il y a une croissance exponentielle. Maintenant, il faut connaître ce travail, il ne faut pas baisser les bras, il faut aller sur le terrain. Là, on va commencer à faire une deuxième tournée vers le nord du Sénégal et le centre du Sénégal. On va commencer à faire des activités pour aider les gens, on va proposer, on va aller sur le terrain, on va dénoncer, on va alerter, on va faire plein de choses. Tout ce que les Sénégalais attendent d'un politicien et d'un acteur politique. D'accord. Il faudra beaucoup d'énergie en tout cas. Voilà. Il y a un débat qui s'est levé sur l'utilisation d'un jet privé par Monsieur le Premier ministre. Ce sujet vous a-t-il interpellé? Oui, parce qu'il y a 2 choses. Le jet privé, soit tu le loues, soit on te le prête. Je pense pas que l'État du Sénégal a acheté un jet privé. Si on le loue, je pense que c'est du gaspillage. Si on prête ça au Premier ministre, je pense qu'on est dans une phase un peu délicate. Parce que quand quelqu'un loue un jet privé à un PM, c'est-à-dire qu'il attend quelque chose du PM. Les hommes d'affaires ne font pas des choses gratuitement. Vous voulez parler de conflit d'intérêts? Et quand ils le font, il faut faire attention parce que quand ils attendent quelque chose en contrepartie d'une faveur, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc nous, on attend de voir. Parce qu'il paraît que le jet privé, je ne suis pas sûr. Donc ce sont des spéculations que ça appartient à une certaine personne qui est ici au Sénégal, qui a une entreprise, et on va voir demain si le Premier ministre prend des décisions qui vont aider cette entreprise, là on saura que le jet privé a joué son rôle. D'accord. Donc on attend de voir. Doit-il se déplacer en jet privé ou pas? Bon, moi je ne peux pas trop dire, c'est juste l'image n'est pas bonne. Parce qu'aujourd'hui, à quelques jours de la Tabaski, les gens souffrent, on voit un PM qui se déplace en jet privé, je pense qu'il y a une certaine animosité qui va se dégager auprès de certains Sénégalais. Et je ne pense pas que c'est une bonne image, je pense que c'est une erreur de com. Mais s'il va s'occuper des questions urgentes et très importantes, il a besoin d'un gain de temps. Non, parce que... cet appareil-là le lui permet, non? Non, pourquoi je rigole? Parce que je pense que quand il est parti, il a fait beaucoup de faux pas. Parce que j'ai parlé tout à l'heure, quand il est parti en Côte d'Ivoire, et tu vas voir le président ivoirien Ouattara, et après tu vas voir son ennemi juré, je ne pense pas que quelque chose a été réglé là-bas. Je pense que s'il est parti de la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que Ouattara va avoir beaucoup d'estime et va vraiment saluer l'acte d'Ousmane Sonko qui allait voir son ennemi juré. Je pense que ce n'était pas une bonne chose. Après Sierra Leone, Guinée, je ne sais pas ce qu'il va faire là-bas. Parce que ce n'est pas des gens qui vont nous prêter ou investir au Sénégal. Mais la coopération sud-sud, là, vous en faites quoi? Ça, c'est important quand même. On est des Africains d'abord. Notre premier partenaire économique, c'est le Mali. C'est le Mali. On voit le Mali qui dit que bientôt, l'AES, ils vont commencer à peut-être utiliser le port de Togo. Je pense que moi, en tant que Premier ministre, j'aurais vraiment rétabli le train axe Dakar-Bamako. J'aurais parlé à mon homologue pour voir comment
on va faire pour garder ce marché malien. Mais Sierra Leone, Guinée, je ne pense pas qu'ils investissent beaucoup au Sénégal. Et là, il faut déjà conserver ce que tu as. Parce que déjà, il y a un problème quand le Mali vote, le Mali, nos frères, qui votent pour le candidat mauritanien, au dépend du candidat sénégalais. Moi, serais parti au Mali pour voir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. Et pourquoi vous avez voté pour le Mauritanien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir les relations? Une relation de confiance et travailler ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, un voyage au Mali serait plus opportun que d'aller en Guinée ou d'aller en Sierra Leone. Je n'ai rien contre la Guinée. Vraiment, c'est un pays qui est en train de faire qui est en train de changer avec le projet Simandou 2040. Ils font un travail extraordinaire, mais je pense qu'ils sont plus vraiment focus sur la Guinée que sur le Sénégal. D'accord. Ce sont les 5 dernières minutes de cette émission, Monsieur Thiaw. Merci encore une fois. On peut parler de la sortie de Madame la ministre en charge des Affaires étrangères, qui a un peu parlé de la candidature, qui n'est même pas officielle, de l'ancien président pour le poste de secrétaire général à l'ONU. Si on la comprend bien, elle a insinué que la marche pourrait être un peu trop haute pour l'ancien chef d'État. Est-ce que vous suivez son regard? Est-ce qu'elle devait en parler d'ailleurs de ce sujet, là et maintenant, aujourd'hui? Je pense que c'est une sortie maladroite, très maladroite. Parce que l'ONU est une organisation puissante. Si je puis dire, c'est l'organisation internationale la plus puissante. Et je pense que ça aurait été un honneur pour nous, les Sénégalais, d'avoir quelqu'un qui est du Sénégal à la tête de l'ONU. Et j'espère qu'il va gagner, qu'il va être à la tête de l'ONU, Macky Sall, parce que je serais très content. Comme j'aurais aimé Amadou Hott à la tête de la BAD. Les gens ont toujours respecté les Sénégalais, ont toujours respecté les dirigeants sénégalais. Macky Sall, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a construit des hôpitaux, il a construit des universités, des routes, les bourses familiales, il y a plein de choses. Grâce à lui, on a découvert le pétrole et le gaz, etc. Vous l'aviez combattu Oui, je l'ai opposé. Mais c'est Je l'ai opposé parce que, en fait, c'est la façon dont il voulait éliminer certains adversaires politiques. Je l'ai opposé parce qu'à un moment, vraiment, on sentait qu'il y avait beaucoup de scandales financiers et que Macky Sall protégeait ces personnes. Mais vous reconnaissez en même temps que son parcours... oui. Non, il a un parcours exceptionnel. Côté bilan, je pense que ce sera très difficile de faire mieux que lui. Côté bilan, ce sera très difficile. Parce qu'il ne parlait pas beaucoup, mais il faisait beaucoup. Mais après, ça a été entaché par vraiment les scandales financiers, ça a été entaché vraiment par certaines choses, mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Maintenant, le problème Ousmane Sonko, Macky Sall, je pense que moi, je vais pas prendre part. Parce que les propos que Ousmane Sonko a tenus, aujourd'hui, j'aurais tenu les mêmes propos, je serais en prison. Donc, s'il se retrouve en prison, je pense qu'il doit se regarder devant le miroir lui aussi. Voilà, il doit se regarder devant le miroir. Donc je ne vais pas condamner Macky Sall parce qu'il a donné des ordres aux forces de police pour vraiment faire respecter l'ordre. D'accord. Mais non, aujourd'hui, je pense qu'il y a une haine viscérale. Je pense qu'aujourd'hui, certains gens de Pastef, même certains gens du gouvernement, ont une haine. Et je pense pas que ce soit un musulman. Un musulman ne doit pas avoir une haine viscérale. Et je pense que les gens doivent savoir pardonner. Et prendre exemple sur Nelson Mandela, quelqu'un qui a fait 27 ans de prison, quand il est sorti, il a pardonné tout le monde. Donc, moi, j'aurais invité à Yassine Fall, à tous les gens qui parlent au nom du gouvernement, d'avoir une certaine retenue, d'avoir de la compassion et de soutenir vraiment Macky Sall, qui est un frère sénégalais qui a fait beaucoup pour des millions de Sénégalais. On lui souhaite vraiment plein de réussites et je ne vais jamais souhaiter du mal à un frère sénégalais, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Macky Sall. D'accord. Vous parlez de haine, est-ce que si on ne peut pas l'interpréter comme une simple
adversité. Non, parce qu'à un moment, j'ai remarqué, Ouais. c'est des gens qui souhaitent tout le temps de mauvaises choses à des personnes. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'ils ont souhaité quelque chose de bien à des adversaires politiques. D'accord. Moi, tout à l'heure, j'ai dit que je souhaite vraiment que les Sonko réussissent, que les Diomaye, mais c'est la façon dont ils font les choses qui me dérange. Mais je ne souhaite pas les humilier, les mettre en prison. J'ai défendu Sonko, je suis parti dans des plateaux pour dire que Sonko doit participer. J'ai critiqué Macky Sall sur sa gestion, mais aujourd'hui, si Macky Sall peut représenter le Sénégal et être un dirigeant respecté dans le monde, mais ce serait un honneur pour nous les Sénégalais, on doit être content de cela. D'accord. C'est le Sénégal qui gagne, ça veut dire qu'on reconnaît la compétence sénégalaise. Mais aujourd'hui, son propre gouvernement qui devrait le soutenir, c'est son propre gouvernement qui le critique en premier alors qu'il n'a même pas déclaré sa candidature officiellement. D'accord. C'est une honte. Précisément, moi, j'aurais eu honte si j'étais les gens du gouvernement, j'aurais eu honte, ils auraient dû se taire. D'accord, très bien. Si tu ne peux pas dire quelque chose de bien envers ton compatriote, tais-toi. C'est ça que l'islam dit. C'est ça. Et en parlant de haine, l'ancien président Senghor même disait que la haine n'était pas conforme au génie sénégalais. Non. Mais donc, si jamais il candidatait et qu'il n'était pas soutenu par l'État sénégalais, ce serait une erreur monumentale de l'État, non? Bon, je pense que la diplomatie sénégalaise est en berne. Je ne pense pas que le Sénégal pèse beaucoup sur le plan international. Et je pense que même les sorties du PM le disent, parce que quand on voit le PM qui vont à Sierra Leone, Guinée, Côte d'Ivoire, mais sur le plan international, on ne le voit pas avec les Trump ou les Macron ou les dirigeants de ce monde qui choisissent vraiment. Mais ça va arriver, ça. Ça va venir. Bon, je pense qu'ils sont mis à dos beaucoup de gens. Ils ont encore le temps. Parce qu'ils sont mis à dos beaucoup de gens, ils les ont critiqués ouvertement. Et je pense que ça les rattrape un peu. Ouais, ils en sont conscients. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils pourront réparer tous les dégâts qu'ils ont commis? Dieu se sait. On espère que ça va se passer, mais je pense que la diplomatie sénégalaise a besoin de se réinventer. Et je pense que en ce moment, Sonko, comme le ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout sur le plan international. Donc, est-ce qu'on va vraiment trouver une personne qui va aider le Sénégal à redorer son blason? On va voir. D'accord, très bien. Il y a également Mme Aminata Touré, qui est une personne respectable, qui a pronostiqué que Macky Sall aurait zéro chance de succès. Tout le monde sait à cette élection, comme si c'est elle qui décidait. Aminata Touré, il ne faut pas me parler d'elle. Il ne faut pas me parler d'Aminata Touré. Je n'ai jamais vu une personne avec autant de haine. Même je me dis, est-ce que cette femme a un cœur? Toi, en 12 ans, les 11 ans, tu étais avec Macky Sall. À cause d'un poste politique, maintenant tu détestes la personne. En 2022, 31 juillet 2022, c'était la tête de liste qui défendait Macky Sall, qui traitait Sonko d'insolent. Aujourd'hui, parce qu'on ne t'a pas donné un poste, maintenant Macky Sall c'est le plus mauvais des personnes. Il faut le mettre en prison. Il ne faut pas qu'il ait de poste. Je pense que c'est une femme vraiment qui a été blessée peut-être par certaines décisions de Macky Sall. Et je pense que ça ressemble plus à la vengeance que vraiment un raisonnement logique. Et vraiment, c'est dommage, c'est dommage. Parce qu'elle incarnait beaucoup de choses. Beaucoup de femmes aujourd'hui, si elles osaient faire de la politique, c'est grâce à Aminata Touré. On l'a nommé Premier ministre, etc. Mais malheureusement, son comportement dernièrement fait honte. Vraiment, j'ai honte quand je la vois. Bon, elle n'est pas là. Moi, je pourrais répondre à sa place. Oui. Je pense bien qu'elle a du cœur. On peut, en tant que femme, comme nous venons tous d'une femme, on va lui pardonner cela. D'accord. Chaque fois qu'elle sort